dis, mon frère, que vous construisez des cathédrales et je vois qu'il n'y a que des chapelles. Tu dis qu'il faut porter des gants blancs parce que c'est de la pureté et je vois qu'il y a des frères qui ne prennent pas de gants pour faire des écarts versus l'éthique ou la finance. Tu dis qu'il faut la paix des égaux, AUX, et puis je vois qu'en fait, il n'y a que une lutte d'égaux, EGO. Tu dis qu'il faut laisser les métaux à la porte du temple, et pourtant les puissances maçonniques ne cessent de faire entrer des métaux. Alors, sont-ce les raisons qui sont à l'origine de la baisse d'effectifs maçonniques dans le monde? On voit la maçonnerie américaine, que je connais particulièrement bien, qui est passée de 4 millions de membres à moins de 1 500 000 aujourd'hui, en l'espace de quelques décennies, eh bien, ça interpelle. Quand on voit, en revanche, pour passer un peu de baume au cœur, la maçonnerie française qui finalement prospère relativement bien, la Belgique d'ailleurs aussi, on doit nécessairement nuancer ces observations. On s'aperçoit que la maçonnerie que nous connaissons aujourd'hui, elle lit les mêmes partitions, elle chante les mêmes chansons, mais elle ne se comprend pas. La diversité qui fait sa richesse devient parfois des clivages. Ces clivages-là sont extrêmement néfastes. Il y a une course qui procède de la liberté à la création d'obédience ou de micro-obédience et de petites querelles de chapelle. Ce sont des choses qui ne sont pas comprises par le maçon qui débute sa vie maçonnique. Ça, c'est un. Deuxième raison de la désaffection, c'est peut-être la société moderne qui fait que par rapport à il y a 50 ans, on a moins de temps à consacrer à des soirées aussi spirituelles, aussi sympathiques et aussi fraternelles soient-elles. Ça, c'est une constatation. La vie familiale a pris de l'importance. Là où monsieur, avant, pouvait rentrer chez lui et ne s'occuper de rien, monsieur, aujourd'hui, fait la vaisselle. Donc, la société est en parfaite mutation. Troisième chose, la maçonnerie est en désaffection lourde dans les pays anglo-saxons. Alain connaît beaucoup mieux le sujet que moi, mais elle est aussi en désaffection sur le continent. Il ne faut pas se cacher des réalités. Le nombre de démissions ajouté à l'absentéisme qui frise les 50%, toutes obédiences confondues, toutes loges confondues, ajouté à ce mésintérêt pour les hauts grades, pose question. Alors, on a parlé de l'espace, on va parler du temps, parce que dans votre ouvrage, il y a énormément de documents. En particulier, vous avez mis en exergue le manuscrit Régus, en annexe 1 d'ailleurs. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que le manuscrit Régus serait un lien avec les mystères antiques et ésotériques juifs ou chrétiens? On a, à travers l'histoire de tous ces manuscrits qu'on connaît et que certains considèrent comme des manuscrits antémaçonniques, toute une fumisterie. Alors, je suis absolument désolé de dire ça, mais la franc-maçonnerie n'est pas l'héritière du compagnonnage, le compagnonnage n'est pas l'héritier de la maçonnerie. Les uns ont emprunté aux autres des choses. Les francs-maçons n'ont pas inventé les querelles compas, ils n'ont pas inventé le triangle avec un œil dedans qui est un symbole chrétien, et le Régus ainsi que d'autres écrits sont évidemment imprégnés de religion, de foi et de croyance, parce que ça correspondait à une époque. De même que quand la maçonnerie est née, je ne parle pas de la maçonnerie des 4 loges de 1717, je parle de la maçonnerie avant ça. Cette maçonnerie qui est déjà au milieu des années 1600 comporte des maçons dits spéculatifs dans les loges. Cette maçonnerie de 1688 qui voit Jacques Stuart débarquer en France en vertu d'un traité Old Alliance de 1300 et quelques entre l'Écosse et la France, cette maçonnerie-là, elle est issue de ce qu'elle s'est inventée elle-même. Anderson n'était pas généalogiste pour rien, et donc quand les constitutions de 1723 sont nées, je parle de ces constitutions dites d'Anderson, n'oublions jamais que sur la page de garde ne figure pas le nom du pasteur Anderson. Il faut aller gratter dedans pour le trouver. Alain Boer, passé grand maître du Grand Orient, a écrit un ouvrage en 2005 qu'il a sous-titré Le crépuscule des frères. Alors, Alain de Kegel,
cet ouvrage signifie-t-il que c'est une fin réelle ou est-ce un cri d'alarme? En tant que maçon, à tout ça, nous gérons l'héritage des cultures qui se sont succédées, des philosophies qui constituent le substrat universel qui fait notre richesse. Je ne crois pas qu'il soit question du crépuscule de la maçonnerie, mais nous sommes dans une époque charnière. Une époque charnière. Elle en a connu d'autres, la franc-maçonnerie, des époques charnières. Aujourd'hui, nous sommes à la charnière entre une franc-maçonnerie qui réfléchit, constituée de laboratoires de pensée sociétaux ou spirituels, à la charnière entre ça et une maçonnerie de club d'affaires. Et on ne va pas se cacher les choses telles qu'elles sont. Il y a des relations amicales en maçonnerie où l'on confond la fraternité initiatique avec le petit coup de pouce entre amis. Et ça, c'est pas bien. Je voudrais savoir, la laïcité française n'est pas universelle, en particulier les anglo-saxons ne comprennent rien de la laïcité. Alors, si on voulait rassembler ce qui était pas et faire en sorte de trouver un nouveau commun dénominateur, faut-il remplacer la laïcité française non universelle par la liberté absolue de conscience? Je peux commencer, je serai tout à fait d'accord avec cette définition-là. Je crois que les Français affirment déjà avec quelque arrogance qui nous est propre, que nous sommes un monde à part et inventeur de laïcité. Il faut réaliser que la Belgique nous a devancés, et j'en rends justice à Philippe, de l'autre côté du Kevin, mais il y a d'autres pays, de grands pays, qui peuvent revendiquer cet héritage, le Mexique notamment. Cela étant, je crois que la laïcité, si on la comprend bien, n'est rien d'autre que le respect de la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire, de s'inscrire dans une tradition qui lui appartient, dès lors qu'il n'impose rien à l'autre. Alors, mais je voudrais dire, puisqu'on a le temps qu'on veut, en 30 minutes, je pourrais faire le tour de la question. Il y a tout de même sur 27 pays européens, moins un, puisqu'il paraît qu'il y a de l'autre côté de la Manche des gens qui ont décidé de quitter l'Europe il y a un moment. Donc nous ne serions plus que 26 si mes comptes sont bons, mais je ne suis pas très fort en mathématiques. Sur 27 pays européens, il y en a deux qui ont inscrit la laïcité dans leur constitution et deux seulement, la France et le Portugal. En Belgique, il y a une tentative assez massive d'inscrire la laïcité dans la Constitution, mais à mon avis, ce n'est pas pour la semaine prochaine, pour des raisons que je ne vais pas exposer là, ce serait beaucoup trop long, mais on en reparlera avec plaisir. Après, la deuxième chose, c'est que cette notion de laïcité est un phénomène essentiellement français qui s'exporte mal, qui ne se comprend pas. Alors, je ne vais pas parler des pays d'Afrique, je ne vais pas parler des pays d'Amérique latine, je ne vais pas parler des États-Unis où on ne comprend rien à cette affaire-là. Je ne vais pas commencer à parler non plus des pays de l'Est qui voudraient parfois essayer d'être laïcs mais qui ne comprennent pas grand-chose. Et donc, en gros, on se trouve un peu isolé avec cette notion de laïcité. Alors, la remplacer par la liberté absolue de conscience, peut-être. Peut-être aussi peut-on ne pas la qualifier. La laïcité se suffit à elle-même. C'est une notion, c'est un peu, si j'ose dire, avec un peu de provocation pour nos amis des loges régulières anglo-saxonnes, c'est un peu comme le grand architecte de l'univers ou un peu comme Dieu, puisqu'on leur demande de croire en Dieu avant d'entrer dans une loge. En France, il y a cette propension à vouloir propulser en avant la laïcité. C'est très bien comme ça. Mais la République, elle est laïque par nature. Il n'est pas besoin de qualifier la laïcité, de s'en mêler. Et la maçonnerie, alors ça, je vais jeter un pavé dans la mare, je vais me faire des amis, je sens ça très fort. La maçonnerie n'a pas vocation à défendre la laïcité plus qu'elle n'a vocation à défendre autre chose. Elle a vocation à défendre ses valeurs, les valeurs qui sont son ADN. Et ça dépasse de loin la laïcité. Ce sont des valeurs humaines fondamentales. La question, sont-elles partagées dans toutes les régions du monde?
Je n'ai pas la réponse, enfin si je l'ai, mais je ne vais pas la dire maintenant, ça va être trop long. Mais pour revenir au point de départ sur la laïcité, essayons peut-être de trouver des mots qui sont un dénominateur commun, et ça passera peut-être beaucoup mieux, parce que le fond, les valeurs, la colonne vertébrale de la laïcité, elle est quand même relativement et fortement partagée par un certain nombre de pays démocratiques où il n'y a pas de lien trop fort avec une religion généralement quelconque, si j'ose dire. Eh bien, avec cette dernière réponse, je vais remercier Alain Duquesgel et Philippe Liénard pour cet ouvrage qui est rempli d'informations, de chiffres, de, de réflexion sur l'histoire, de réflexion sur la géopolitique. Et vos deux talents se sont conjugués pour nous donner une information de premier intérêt. Je vous en remercie. À très bientôt. Jacques.